Bonsoir et bienvenue au second webinaire de la Société canadienne de l'hémophilie sur la thérapie génique. Je m'appelle Chantal Raymond, je suis responsable nationale des communications à la SCH. Dans le cadre du programme d'éducation à la thérapie génique, la SCH est très heureuse de pouvoir offrir une vaste gamme d'outils pour aider tous et chacun à comprendre davantage ce qu'est la thérapie génique. Vous pouvez trouver tous ces éléments sur notre site web dont vous aurez l'adresse à la fin de ce webinaire. Je voudrais mentionner rapidement que le webinaire est présentement enregistré et sera également accessible sur notre site web dès que possible. Donc, le programme de ce soir comprendra des présentations, tout d'abord du docteur Jean Saint-Louis et ensuite de David Page. Je vous rappelle qu'il vous est possible de poser des questions pendant le webinaire en utilisant la petite case Q&A et puis lors des périodes de questions, on pourra leur soumettre vos questions. Alors, sans plus attendre, il me fait plaisir d'accueillir docteur Jean Saint-Louis. Le docteur Saint-Louis est membre actif du Centre d'hémato-oncologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal et professeur agrégé au département de médecine de l'Université de Montréal. Il est co-directeur du Centre d'hémostase du CHU Sainte-Justine et cofondateur du Centre québécois des inhibiteurs de la coagulation. Docteur Saint-Louis, je vous invite à Oui, allumer bonsoir votre tout le caméra. monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais remettre ma vidéo et merci d'être là ce soir. Je suis vraiment honoré de pouvoir vous entretenir de ce sujet qui demeure un sujet vraiment d'intérêt pour toute la communauté qui s'intéresse à l'hémophilie. C'est vraiment donc une avancée que plusieurs attendaient depuis longtemps, de nouveaux concepts à maîtriser et beaucoup peut-être là de questions encore qu'on se pose alors que les données maturent. Donc, je suis vraiment heureux ce soir de partager avec vous quelques informations supplémentaires et aussi, donc, je vais vous mettre ma présentation, quelques informations supplémentaires et pouvoir répondre à vos questions. Donc, j'ai intitulé la présentation, donc, est-ce que les espoirs se concrétisent? Peut-être certains parmi vous, l'an passé, au mois d'avril, ont entendu ma première conférence. Donc, il va y avoir certaines diapositives qui se recoupent, mais il va y avoir de nouveaux sujets ce soir. Donc, tout d'abord, je veux vous montrer certains conflits d'intérêts potentiels. Il n'y en a pas qui concernent directement la thérapie génique en ce qui me concerne. Et voici donc le plan. J'aimerais d'abord faire un rappel des différences entre les injections de facteurs comme nous les connaissons en ce moment et la thérapie génique, donc de mieux comprendre certains concepts en lien avec ce traitement-là. Ensuite, on va revoir quelles sont les deux thérapies géniques qui sont approuvées présentement au Canada. On va se concentrer sur ça puisque ce sont ces deux traitements-là qui, à court terme, sont les plus susceptibles d'être disponibles pour nos patients, pour notre communauté. Quelles sont les nouvelles données depuis un an? Est-ce que les promesses se concrétisent? Est-ce que les données se maintiennent? Y a-t-il de nouveaux risques ou de nouveaux effets secondaires qui sont apparus? Et un mot sur les particularités du Québec, bien que David Page va parler un petit peu plus longuement de ça après. Alors, quand on parle donc d'hémophilie, on parle d'une carence ou d'une déficience en facteur 8 ou en facteur 9 dans le sang. J'aime bien montrer ce petit dessin où on peut imaginer la paroi d'un vaisseau sanguin où on voit les briques et le mortier. Et s'il y a une brèche dans le vaisseau sanguin, le sang va s'échapper vers l'extérieur ou dans les tissus, ce qui donne lieu à une hémorragie externe ou à un hématome. Et pour fermer la brèche, donc, des protéines, de petites substances invisibles à l'œil nu, mais dont on détecte la présence de diverses façons, des protéines qui sont le facteur 8 et le facteur 9 jouent un rôle critique avec d'autres protéines de la coagulation pour arrêter un segment.
Alors, le produit dont on parle, ce sont le facteur 8 ou le facteur 9. Ce sont de petites molécules, des substances infiniment petites qui circulent dans le sang et qui sont essentielles à la coagulation. Ces deux substances-là, le facteur 8 et le facteur 9, ils sont manufacturés ou ils sont produits, ils ont une source naturelle dans le corps qui sont, dans le cas du facteur 8, certaines cellules qui tapissent l'intérieur de certaines veines du foie. Puis le facteur 9, ce sont les cellules du foie elles-mêmes qui sont la source naturelle du facteur 8 et du facteur 9. Et les cellules du foie ou des vaisseaux du foie qui fabriquent le facteur 8 et le facteur 9 les fabriquent à partir d'un moule. Donc, on peut imaginer que dans une usine que pour faire un produit en plastique, il faut un moule et on met le plastique, on le coule dedans et ensuite on obtient un produit. On peut penser à un gène un peu comme un moule qui permet aux cellules de fabriquer le facteur 8 et le facteur 9. Alors, si le moule est absent ou défectueux, on parle donc d'une maladie génétique. L'hémophilie, c'est une maladie qui découle du fait que le gène est absent ou défectueux. Donc, le moule qui permet de fabriquer le facteur 8 ou le facteur 9 n'est pas là. Alors, le concept de la thérapie génique, c'est qu'au lieu d'injecter dans les veines du facteur 8 ou du facteur 9 fabriqués en laboratoire ou obtenus par des dons sanguins, si on pouvait injecter une fois des milliers de milliards de petits moules ou de gènes, donc qui iraient se loger dans les cellules du foie et permettraient à celles-ci de reprendre une production autonome de facteur 8 ou de facteur 9. Donc, ce serait vraiment un traitement révolutionnaire et très différent de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, dans la mesure où si ça fonctionne, ça pourrait permettre aux cellules du foie de fabriquer pendant plusieurs années, peut-être même indéfiniment, du facteur 8 ou du facteur 9. Alors, comment transporter ces milliers de milliards de petits gènes ou de petits moules aux cellules du foie? Bien, il faut pour ça un transporteur ou une capsule spéciale qu'on appelle un vecteur qui est fabriqué à partir d'un virus. Donc, il ne s'agit pas d'un virus vivant complet, mais d'une portion de virus, surtout la capsule extérieure du virus dans laquelle on a mis le gène du facteur 8 ou du facteur 9. Donc, c'est bien important qu'on parle de ce AAV, les virus qui sont utilisés, mais il ne s'agit pas du virus complet lui-même ou d'un virus vivant qui peut se reproduire puis échapper au contrôle du corps. Il s'agit donc de construit d'un vecteur avec à l'intérieur le gène du facteur 8 ou du facteur 9, mais certains éléments qu'on a gardés de, de l'ADN du virus, mais ce n'est pas le virus complet et vivant. Quand on parle donc de ce virus AAV, Adeno-Associated Virus, il s'agit en fait d'un virus auquel plusieurs d'entre nous sont exposés dans le cours de notre vie. C'est un virus considéré relativement bénin qui normalement ne donne pas lieu à une hépatite ou à d'autres maladies comme l'influenza, sauf exception. Donc, il y a de rares cas de maladies plus graves qui peuvent être associées avec ces AAV. Encore une fois, on n'injecte pas le virus vivant. Il y a plusieurs sous-types de cet AAV, mais parce qu'il existe dans la nature, les AAV, il y a une bonne proportion de la population qui a déjà développé une immunité contre l'AAV. Donc, la présence de ces anticorps qu'on aurait développés contre l'AAV pourrait nous rendre plus réfractaires au traitement de thérapie génique puisqu'il est basé sur le AAV. Alors, c'est une petite diapositive qui est fournie par la Fédération mondiale d'hémophilie, que donc on prend le gène du facteur 8, du facteur 9, on le met à l'intérieur d'une capsule virale, un vecteur. Ce grand nombre de vecteurs-là apparaît comme une solution, un peu comme c'est dans un sac qui contient un liquide et qui est infusé par la veine du bras comme on infuserait du facteur 8 ou du facteur 9, mais à cause de l'affinité du virus pour le foie, le virus va se loger dans les cellules du foie et va livrer le gène dans les cellules du foie où il va pouvoir s'installer, le gène, et commencer à fabriquer le facteur 8 ou le facteur 9.
Alors, il y a des questions importantes qu'on peut se poser. La théorie ou le concept est très attrayant et est vraiment ingénieux, mais combien de facteur 8 ou de facteur 9 réussira-t-on à produire quand on fait cette infusion de la thérapie génique? Et puis, pour combien de temps va durer cette production de facteur 8 ou de facteur 9? On a longtemps dit que la thérapie génique, c'était la promesse d'une guérison. On va voir que ce n'est pas toujours le cas, qu'on n'a pas toujours vraiment des niveaux de facteur 8 ou de facteur 9 normaux. Et ensuite, des questions qu'on peut se poser, oui, ça peut fonctionner pour de nombreuses années, c'est super encourageant, mais est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des effets secondaires potentiels? Donc, est-ce que la présence du vecteur viral ou du gène peut irriter les cellules du foie et conduire à une attaque des cellules du système immunitaire qui va considérer les cellules du foie comme infectées et qui va chercher à détruire les cellules du foie parce qu'elle porte ce virus. Donc, ça, c'est la grande, c'est la préoccupation dans l'immédiat qui est la plus commune. Et on va parler de ça, là, d'un certain nombre de pourcentage de patients qui vont développer des signes d'irritation du foie à cause du système immunitaire, donc une augmentation des enzymes du foie. Une autre question, une préoccupation à plus long terme, celle-là, c'est est-ce que le fait d'introduire artificiellement des gènes, même si ce sont des gènes naturels comme le facteur 8 ou le facteur 9, pour que ces gènes-là de facteur 8 ou facteur 9 puissent commencer à être utilisés comme des moules dans les cellules du foie, il y a aussi des petits éléments génétiques qui accompagnent le gène du facteur 8 et du facteur 9 qui peuvent stimuler l'activation de gènes. Alors, si les gènes qu'on introduit peuvent perturber d'autres gènes normaux dans les chromosomes du foie, est-ce que ça peut conduire à des mutations dans les cellules du foie et qui pourraient peut-être même conduire à un cancer? Ça, c'est une des grandes préoccupations. Heureusement, en théorie, ce risque-là est quand même faible, étant donné que le gène qu'on introduit dans la thérapie génique a une faible tendance à s'intégrer avec les autres gènes et les chromosomes. Il reste dans le noyau, mais séparé des gènes ou des chromosomes des autres gènes ou chromosomes. Donc, pour essayer de comprendre la différence entre le fait de s'infuser régulièrement du facteur 8 ou du facteur 9 ou recevoir la thérapie génique, je me suis dit, puis les directeurs de centre du Québec, on a utilisé cette analogie-là pour tenter d'expliquer au gouvernement pourquoi on ne pouvait pas analyser la thérapie génique comme on analyse l'efficacité de n'importe quel autre médicament. Puis pour aider à comprendre, toute analogie est boiteuse, mais on peut comprendre un peu la thérapie génique comme on comprendrait la greffe du rein. Donc, quand on a les reins très abîmés qui ne filtrent plus le sang, on dit qu'on a une insuffisance rénale sévère. Les reins ne fonctionnent plus. On ne peut pas vivre sans nos reins. Donc, il faut commencer à avoir de la dialyse. Ça veut dire que 3 fois par semaine, il faut aller éliminer les toxines du sang à l'aide d'une machine. Puis quelqu'un qui n'a pas de reins ou n'a plus de reins peut vivre des années, des années, des années en allant chaque 3 fois par semaine dialyser le sang et enlever les toxines. C'est une solution provisoire, la dialyse, qui sauve la vie des patients, mais qui est très, très lourde en termes du fardeau du traitement. C'est un petit peu la même chose quand on est un hémophile sévère. On a un gène abîmé ou qui manque. Donc, on a dans un certain sens un organe qui ne fait pas son travail, qui est celui de produire le facteur 8 ou le facteur 9. Donc, les cellules productrices du foie n'ont pas le gène pour le facteur 8 ou le facteur 9. Et donc, on a une condition sévère qui peut menacer la vie et qui cause beaucoup de complications si on ne fait pas de traitement. Alors, c'est sûr qu'on peut s'injecter du facteur 8 ou du facteur 9 2 à 3 fois par semaine et éviter les complications les plus graves de l'hémophilie sévère. Puis on peut vivre comme ça pendant 80 ans à s'injecter du facteur 8 ou du facteur 9. Mais
comment est-ce qu'on doit penser à une solution qui est possiblement plus permanente? Alors, dans le cas d'une insuffisance rénale sévère, si on greffe un nouveau rein d'un donneur, soit d'une personne qui est décédée ou d'un donneur vivant, le nouveau rein va recommencer à filtrer le sang et on n'a plus besoin de faire de dialyse. La même chose, la thérapie génique, c'est comme on greffe le gène qui manque pour redonner aux cellules du foie la capacité de produire le facteur 8 ou le facteur 9. C'est sûr que ni la greffe de rein, ni la greffe du gène est un traitement parfait. Il peut y avoir des complications. Dans le cas d'une greffe du rein, il peut y avoir un rejet, c'est-à-dire que le système immunitaire peut voir le rein qui a été greffé comme un organe étranger, puis faire des anticorps, puis des cellules immunitaires qui vont chercher à détruire le rein. Et dans ces cas-là, quand il y a le rejet, il faut supprimer l'activité du système immunitaire, donner de la cortisone à haute dose comme anti-rejet. Dans le cas de la thérapie génique, c'est un petit peu la même chose. C'est moins dramatique peut-être que le rejet du rein, mais le système immunitaire va s'attaquer aux cellules du foie qui contiennent le gène ou le vecteur viral avec le gène. Et si ça arrive, les cellules qui contiennent le nouveau gène ou les vecteurs vont être détruites et la production du facteur 8 ou du facteur 9 va décliner. C'est comme une sorte de rejet et c'est pour ça qu'il faut donner de la cortisone, de la prénisone à haute dose pour stopper ce rejet-là, cette, cette, cette tentative du système immunitaire de détruire les cellules du foie qui ont été greffées avec le nouveau gène. Ensuite, il peut y avoir aussi des échecs. Il peut y avoir un échec partiel. Quand on greffe un rein, il ne fonctionne pas toujours à 100%. Il y a des personnes qui ont greffé rénal où on va voir quand même que le taux de filtration des toxines est à 25% ou 35%, mais ces personnes-là ne sont plus en dialyse. C'est le cas avec la greffe des gènes du facteur 8 ou du facteur 9 que souvent les patients n'ont pas un taux normal de facteur 8 ou facteur 9. Il peut être à 30%, à 40%, même à 20%. C'est pas parfait, c'est pas le facteur 8 ou facteur 9 n'est pas à 100%, mais on n'a plus d'hémorragie spontanée et on doit utiliser le facteur 8 ou le facteur 9 beaucoup moins fréquemment. Mais parfois, il y a des échecs complets, c'est-à-dire qu'un patient qui a un rejet de son rein doit retourner en dialyse. De la même façon, il y a un certain pourcentage des patients à qui on donne la thérapie génique où le traitement ne fonctionne pas du tout ou pour une courte période et les niveaux de facteur 8 ou facteur 9 reviennent à ce qu'ils étaient avant et le patient doit retourner en prophylaxie. Donc, je pense que ça peut nous aider pour certaines personnes peut-être qui sont moins familiers avec l'hémophilie de comprendre dans quelle mesure la thérapie génique est quelque chose qui est vraiment révolutionnaire. C'est pas seulement un nouveau médicament, c'est vraiment c'est aussi dramatique que faire une greffe de rein. Et c'est pour ça que parfois les critères utilisés par des organismes qui sont habitués à analyser des médicaments sont un petit peu peut-être décontenancés par ce nouveau genre de traitement-là. Alors, pensons à la question suivante. Quelles sont les thérapies géniques approuvées par Santé Canada? Alors, on a entendu, peut-être ceux qui étaient là à la présentation anglaise, qu'il y a dans le domaine de l'hémophilie A, donc de ceux qui ont un déficit en facteur 8, il y a eu une thérapie génique approuvée aux États-Unis et en Europe, qui est le traitement qui s'appelle Roctavian. Ce traitement-là n'est pas encore approuvé au Canada et d'ailleurs, étant donné certaines faiblesses de ce traitement-là, et le fait qu'il est moins utilisé commercialement, même aux États-Unis, la compagnie a retiré sa demande d'approbation par Santé Canada. Donc, on va vraiment, je sais que beaucoup d'hémophiles, la majorité des hémophiles ont plutôt un déficit en facteur 8 qu'en facteur 9. Le développement de la thérapie génique pour le facteur 8 n'est pas arrivé à un impasse. Il y a encore des traitements en amélioration. Il y a le Roctavian, il y en a d'autres. Ça demeure quelque chose qui est un espoir à relativement court terme pour le traitement du facteur 8, mais au Canada, dans les prochaines 2, 3 années, c'est vraiment les patients avec hémophilie B ou déficience en facteur 9 qui vont pouvoir bénéficier d'un traitement par thérapie génique. Et il y a 2 produits qui ont été approuvés par Santé Canada. Les noms sont difficiles
à mémoriser et à prononcer, mais on va utiliser le nom commercial Mgenix ou Becvez, sont les deux traitements thérapie génique approuvés au Canada. Donc, ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, il y a des différences importantes. Donc, les deux traitements ont été considérés par Santé Canada comme efficaces et sécuritaires. Et il n'y a jamais eu d'études randomisées, si on veut, où on prenait un patient, puis au hasard, on leur donnait un traitement ou l'autre. Donc, quand on montre des données, comme je vais vous montrer maintenant, il y a certaines réserves parce que les patients n'ont pas été euh, attribués au hasard à un ou l'autre traitement. Puis il y a des différences intéressantes et importantes à comprendre entre ces deux traitements-là. Alors, une différence importante, c'est comme je vous l'ai dit, plusieurs personnes d'entre nous qui sont en bonne santé ou qui sont hémophiles ont été exposées au virus AAV dans la vie normale et on peut avoir des anticorps. Alors, dans le cas du Mgenix, la, la dose de vecteurs et de gènes infusés est plus élevée que dans le cas du Becvez. Vous voyez donc que le nombre de vecteurs pour ce qui est du traitement avec Mgenix est 20 000 milliards de vecteurs ou 20 000 milliards de copies du gène, alors que pour le Becvez, c'est 500 milliards de vecteurs ou 40 fois moins que pour le Mgenix. Donc ça, c'était une décision, une stratégie différente des deux compagnies. Une compagnie a dit on va donner une forte dose, on va s'assurer que le vecteur va être présent dans beaucoup de cellules. Et ça a permis donc de traiter des patients qui avaient des anticorps anti-AAV jusqu'à un titre de 1 sur 678. Donc, la majorité des patients ont pu recevoir le traitement. Seulement 6% n'étaient pas éligibles à cause de la présence d'anticorps anti-AAV5. Dans le cas du Becvez, ils ont utilisé une moins forte dose de vecteur et ils avaient décidé au départ d'exclure les patients qui avaient des anticorps. S'il y avait plus que un dans un d'anticorps, donc un faible titre d'anticorps, on n'était pas éligible au traitement. Vous voyez que d'emblée, 60% des candidats ne pouvaient pas entrer ou recevoir le traitement avec Becvez à cause de la présence de ces anticorps naturels qui étaient présents. Donc, j'ai déjà mentionné la dose qui est différente. Ensuite, il y a aussi le taux d'échec, c'est-à-dire de retour en prophylaxie. Alors, on ne peut pas vraiment comparer 4% et 13% parce que ce n'est pas une étude randomisée. Puis dans les deux cas, il s'agissait quand même d'un petit nombre de patients qui étaient dans ces deux études-là. Donc, un patient de plus ou de moins peut changer de beaucoup le pourcentage, mais il y a quand même eu un certain taux d'échec, c'est-à-dire des patients qui ont dû reprendre la prophylaxie pour différentes raisons. On n'a pas eu le temps d'aller en détail dans tout ça. Une différence aussi importante, c'était le taux d'augmentation des enzymes hépatiques. Quand on parle des enzymes hépatiques, c'est une substance qu'on mesure dans le sang qui s'appelle ALT et AST. Donc, c'est fait dans des prises de sang, ce qu'on fait tous les jours en médecine pour suivre des patients qui ont des conditions. Quand des cellules du foie sont détruites, elles libèrent de l'AST et de l'AST. On en a tous dans le sang dans une petite concentration, mais s'il y a destruction des cellules du foie, les taux d'AST et d'ALT augmentent dans le sang et c'est comme ça qu'on peut détecter qu'il y a une attaque des cellules du foie qui a lieu. Donc, dans le cas du Mgenix, il y a un taux d'augmentation d'enzymes qui était de 20%. Dans le cas de Becvez, c'était de 53%, mais les seuils qui étaient considérés, euh, euh, disons, pour déclencher le traitement avec la cortisone à forte dose pour stopper l'attaque des cellules hépatiques étaient aussi différents entre les deux études. Donc, les deux études n'avaient pas le même devis, exactement, n'avaient pas la même stratégie, mais c'est quand même des différences importantes dont on doit être conscient, donc entre ces deux traitements-là qui sont approuvés au Canada. Ensuite, quelles sont les nouvelles données par rapport à l'efficacité de ces produits-là? Est-ce que
après tout, s'ils ont été approuvés par Santé Canada, c'est que les traitements ont été considérés efficaces. Donc, est-ce que l'efficacité se maintient? Est-ce qu'on a depuis un an un peu des nouvelles données? Alors, dans le cas du MGenix, donc, il y a eu une étude publiée cette année qui montre des résultats donc à plus long terme. Donc, les 54 patients qui étaient dans l'étude initiale ont tous été suivis maintenant pour un minimum de 2 ans. Et ce qu'on voit dans le tableau ici, c'est le nombre de segments. Donc, quand c'est clair, c'est 0 segment, un ou 2 segments annuellement. Et on voit qu'avant le traitement de thérapie génique, les patients, pour la plupart qui étaient en prophylaxie, avaient quand même 1 à 2 segments par année. Il y en avait environ 25 qui n'avaient aucun segment. Mais si on voit maintenant après 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, que le nombre de patients qui n'ont aucun segment approche 75 et qu'il y a quelques patients qui ont encore 1 ou 2 segments dans l'année. Ça, c'est pour tous les segments. Ensuite, on a les segments spontanés. Euh, et puis, certains segments articulaires aussi. Si on regarde dans toute la cohorte le nombre total de segments, on voit que dans la période de 6 mois, sur les 54 patients, il y avait eu 136 segments. Dans les 6 mois de 19 à 24 mois, pour les 53 patients encore dans l'étude, seulement 20 segments rapportés en tout durant cette période de 6 mois-là. Et pour cette étude-là, on voit qu'avec le MGenix, les taux moyens de facteur 9 se sont maintenus en moyenne autour de 40 de façon stable. C'est ça, la stabilité qui est très importante, contrairement au facteur 8 avec le Roctavian, où les taux de facteur 8 allaient en déclinant avec les mois qui passaient. Avec donc l'Mgenix, les taux de facteur 9 demeurent stables. Et même si les patients avaient des anticorps anti-ABV, AAV5 ou non, les taux étaient remarquablement proches. Une différence intéressante à noter, c'est que si les patients avaient fait donc un début d'hépatite, un début d'augmentation de leur ALT, AST et qu'ils avaient dû être traités avec de la cortisone, même si le traitement de la cortisone a bien fonctionné, on voit qu'au total, ces patients-là, il y a moins de production de facteur 9. Donc, même si l'augmentation des enzymes hépatiques est résorbée, à 12 mois, il n'y a plus aucun patient qui a des enzymes hépatiques élevées, on a perdu probablement un certain nombre de cellules productrices et on a des taux de facteur 9 qui sont en général plus faibles. De sorte que si on regarde pour l'ensemble de la cohorte, si on parle, qu'est-ce que c'est de ne plus être hémophile ou d'avoir des niveaux normaux de 40 à 100 ça, c'est ce qu'on peut dire qui est la normale pour le facteur 9. On voit qu'à peu près le tiers des patients qui ont des taux normaux de facteur 9, puis on voit qu'à peu près, donc presque les 2 tiers qui ont des niveaux qui sont entre 5 et 40 On sait qu'entre 5 et 40 on est un hémophile léger avec très, très peu de segments, seulement en cas de traumatisme ou de chirurgie. Et des patients qui ont moins que 5 ou qui ont échoué le traitement, c'était un nombre relativement faible. En ce qui concerne l'autre traitement qui est approuvé au Canada, le Bequvez, on a aussi des données semblables très encourageantes où on voit que le taux annualisé de segments avant la thérapie génique et après la thérapie génique en bleu pâle, le taux annualisé de segments est beaucoup inférieur et ce bénéfice-là, donc cette protection contre les segments, elle persiste même durant 3 ans. Donc ça, c'est aussi des données plus à jour qui montrent jusqu'à 3 ans de suivi. Il y a moins de patients qui ont atteint cette troisième année-là. Des 45 initiaux, il y en a 21 qui ont complété 3 ans de suivi. On voit que les taux sont bas. Dans le cas du Bequvez, il y avait un prédécesseur qui était légèrement différent du produit actuel, qui s'appelait Fidaconazole Elaparasec au lieu d'un autre nom. Pour ce produit-là, il y avait eu des études préliminaires de phase 1 ou phase 2 où on a des patients qui ont été suivis même pendant 6 ans et on voit que les taux de facteur 9 se maintiennent autour de 20 en moyenne avec un écart
pendant une longue période. Donc, ça, c'est très encourageant. Et dans l'étude Beck-Weiss elle-même, donc les taux sont autour de 25 à 27 quand on utilise un réactif pour mesurer l'activité du facteur 9. Il y a des subtilités ici qui vont intéresser les médecins de laboratoire et les hématologues, mais on voit que les taux de facteur 9, quand on les mesure avec d'autres réactifs ou par la méthode chromogénique, sont quand même plus bas qu'avec ce réactif-là. Et ça, c'est en partie à cause du type de facteur 9 qui est synthétisé par cette thérapie génique. Et encore une fois, si on regarde sur le long terme, donc des patients qui ont été traités par thérapie génique avec le Beck-Weiss pendant 2 ans, donc à 104 semaines, on voit qu'il y en a quand même environ 80, qu'il y en a 80% qui ont un taux de facteur 9 supérieur à 5%, donc qui sont au moins comme des légers, mais il y en a 20% qui ont des taux moins que 5%. Et des patients qui sont vraiment normaux, entre 40 et 150 c'est aussi environ 15 Donc, la majorité des patients sont dans ont un taux de facteur 9 qu'on pourrait considérer comme euh, analogue à celui d'un hémophile léger. Maintenant, est-ce que de nouveaux risques sont apparus? Est-ce qu'il y a de nouveaux effets secondaires qui se sont développés? Alors, on peut dire la réponse c'est non, c'est la bonne nouvelle. Donc, les effets secondaires, encore une fois, qui préoccupent le plus les médecins, il y en a d'autres, mais ceux qui préoccupent le plus les médecins, c'est les effets au niveau du foie. Donc, parce que les vecteurs, la capsule qui transporte le gène est basée sur un virus qui a une prédilection pour le foie, cette augmentation des enzymes hépatiques, elle est bien connue maintenant, puis elle peut survenir entre 20 à 80 des patients. Les titres élevés, c'était avec les produits utilisés pour l'hémophilie A. On a vu que pour l'hémophilie B, c'est entre 20 et 50 environ. Mais cette augmentation-là des enzymes hépatiques, elle est temporaire dans la mesure où on va utiliser de la cortisone pour combattre cette réaction immunitaire-là. Et tous les patients, euh, cette élévation des enzymes hépatiques-là était rentrée dans l'ordre après 1 an. Puis la bonne nouvelle, c'est que, il n'y a pas eu d'augmentation tardive après 1 an des enzymes hépatiques. Donc, la surveillance très étroite, c'est pendant les premiers 6 mois, puis ensuite pendant les 6 mois suivants. Mais ensuite de ça, la surveillance peut être espacée parce qu'il ne semble pas y avoir de tout à coup d'augmentation tardive due au traitement des enzymes hépatiques après 2 ans ou 3 ans. Maintenant, c'est clair que dans ces études-là, il y avait eu une exclusion minutieuse des candidats avec des anomalies hépatiques, puis des prises de sang à chaque semaine pour surveiller le foie et débuter la cortisone si les enzymes augmentent, ont fait partie de cette stratégie-là. Donc, quelqu'un qui serait perdu dans la nature, qui aurait une augmentation de ses enzymes hépatiques, puis on prendrait 1 mois avant de s'en rendre compte, puis à lui donner de la prénisone, on ne sait pas tellement ce qui arriverait. Ça, c'était des patients suivis extrêmement cas. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a, pas de cas de cirrhose du foie qui se sont développés. Il y a eu un cas de cancer du foie qui s'est développé parmi les 54 patients qui ont été dans l'étude avec Mgenix. C'était un patient qui avait plusieurs facteurs de risque pour ça et des études génétiques moléculaires approfondies sur les cellules cancéreuses ont montré que c'était pas le gène du AAV, du facteur 9 qui s'était intégré et qui avait déclenché le cancer. Donc, on pense que c'était le fruit du hasard. Ce n'était pas directement en lien avec la thérapie génique, mais c'est clair que c'est quelque chose qui va être surveillé très attentivement et c'est pour ça que les patients vont rester monitorés pour des longues périodes. Donc, euh, en écoutant tout ça, vous allez dire, ben moi, j'ai fait l'hépatite C, j'ai été traité, je suis guéri, mais est-ce que ça veut dire que je ne pourrais pas avoir de thérapie génique? Non. Dans les 2 études qui ont conduit à l'approbation de ces produits-là, environ 50 des patients avaient fait une hépatite C, mais étaient considérés guéris, donc n'avaient plus de virus d'hépatite C détectable. Mais ils devaient aussi non seulement ça, mais avoir des enzymes du foie normaux et ils devaient passer un test qui s'appelle le fibroscan, qui consiste à évaluer la rigidité du foie
pour voir s'il y a des signes précoces de fibrose du foie, ce qui est une étape avant la cirrhose qu'on ne peut pas détecter autrement. Donc, les résultats sont rassurants qu'il n'y a pas de toxicité hépatique tardive. Ça, c'est aussi à condition de suivre les directives qui étaient suivies par les patients dans les protocoles. Donc, d'éviter l'alcool et les médicaments toxiques pour le foie, d'éviter aussi ce qui pourrait être ce qu'on appelle la stéatose du foie, c'est-à-dire le foie qui devient gras quand on est parfois obèse ou diabétique. Donc, là aussi, il y a des inquiétudes. Les personnes qui souffrent de stéatose du foie peuvent-elles être traitées de façon sécuritaire avec ces traitements-là? Pas en tout cas si elles ont des enzymes hépatiques anormaux au départ. Un dernier mot, donc, pour conclure sur la particularité du Québec. Donc, David va en parler plus longtemps, mais bien que Santé Canada a reconnu que c'était un traitement efficace et sécuritaire, l'INES, qui a une perspective un peu différente, n'a pas reconnu sa valeur thérapeutique. Alors, on va voir dans les discussions qu'est-ce que ça veut dire la valeur thérapeutique. C'est clair que c'est un jugement de valeur. Les valeurs de qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le comité qui était là, où ce ne sont pas vos experts nécessairement en hémophilie, là, mais un comité d'hématologues et d'autres personnes habilitées à évaluer, habitué à étudier l'efficacité des médicaments, a dit oui, le traitement est efficace, mais il n'y a pas une valeur suffisante. Il n'apporte pas un bénéfice supplémentaire suffisant par rapport au traitement qui existe déjà pour qu'on en recommande l'approbation, étant donné certaines incertitudes euh, qui, qui persistent encore. Et face à ça, les médecins du Québec et les médecins de tout le Canada ont réagi, ont écrit des lettres et font des démarches pour éventuellement renverser cette position-là là, de l'INES. Donc, pour conclure, le suivi additionnel d'une année depuis la publication des deux études de phase 3 ayant conduit à l'approbation des thérapies géniques confirme leur efficacité et leur sécurité. Donc, l'efficacité relative sans nouveau signal d'alarme concernant des nouveaux effets secondaires. Les mêmes résultats sont beaucoup plus mitigés en ce qui concerne l'hémophilie A et des recommandations des lignes de conduite pour la prise en charge dans la vraie vie ou dans le vrai monde des aspects hépatiques sont en développement en ce moment, maintenant que ces traitements-là commencent à être offerts en dehors d'études cliniques qui sont, dans un certain sens, un petit peu artificielles parce que les patients sont vraiment suivis à la loupe, là, ce qui n'est pas toujours facile de faire quand on n'est pas dans le cadre d'un essai clinique. Alors, je conclus là-dessus et je serai heureux d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Dr. Saint-Louis. Toujours super intéressant. Donc, particulièrement votre analogie avec la greffe d'organes, c'est tellement clair. C'était parfait. On va garder ça en tête, on va utiliser ça. Super intéressant. Donc, on va répondre à quelques questions. On en a reçu quelques-unes au préalable. On en a reçu un peu pendant le webinaire. Euh, Première question, en fait, on parle beaucoup, donc la terre épigénique par le vecteur AAV, parce que c'est ça, c'est une dose unique, parce que le corps va faire donc les anticorps, après ça, on ne pourra pas recevoir une autre dose, on en reçoit une, c'est pour la vie. Et si ça ne fonctionne pas, puis que 10 ans d'ici, il y a des thérapies géniques qui apparaissent en utilisant d'autres modèles que le vecteur AAV. Est-ce que quelqu'un à ce moment-là pourrait avoir donc une autre thérapie génique qui a une autre forme? Oui, oui, c'est ça. Donc, actuellement, on ne pourrait pas avoir deux doses de suite. On ne pourrait pas avoir, par exemple, le MGNX en 2024, puis à nouveau le MGNX. On ne pense pas que ce serait possible en 2027. Une deuxième dose pour booster l'effet. Euh, Ça pourrait peut-être essayer, on ne le sait pas, mais on peut penser que la réponse immunitaire serait trop forte à ce moment-là pour que le vecteur serait éliminé. Mais si on avait un autre vecteur qui n'est pas à base du AAV, une thérapie génique basée sur un autre type de transporteur, oui, ça pourrait être possible, bien qu'à l'horizon, à court terme, pour ce qui concerne l'hémophilie,
il y a pas tellement de ce produit-là à court terme, mais dans 10 ans, c'est pas impossible qu'il y en ait un. Oui. Donc, et euh, il est possible aussi que, on ne peut pas savoir, ou peut-être qu'il y en a déjà en cours de recherche, des thérapies géniques qui, dès le départ, peuvent euh, avoir deux doses. Pas dans le moment, non. Non, pas dans le moment, mais il n'y a rien qui dit que Non, ça serait pas impossible. C'est pas le gène lui-même qui est rejeté, c'est vraiment le transporteur. le Oui, transport. oui. Pourquoi les enfants ne peuvent pas? Puis est-ce que, deux questions d'âge. Pourquoi les enfants ne peuvent pas? Puis est-ce qu'il y a un âge maximum? Est-ce qu'on peut considérer donner la thérapie génique à quelqu'un de plus de 65 ans, par exemple? Bien, à ma connaissance, il n'y a pas de raison théorique pourquoi ce ne serait pas possible chez une personne de 65 ans. Mais en ce qui concerne les jeunes, c'est que le foie des jeunes est petit et quand ils vont grandir, donc si vous imaginez qu'à 3 ans ou à 5 ans, votre foie pèse peut-être 600 grammes, puis là, quand vous avez atteint 18 ans, la puberté, votre foie est 5 ou 6 fois plus gros. Ça veut dire que vous avez grossi, mais le nombre de cellules qui ont été greffées avec le gène est resté petit, donc votre production va être au fond trop faible pour que ça puisse euh, donc, c'est comme si le nombre de cellules, comme on a juste une chance de greffer le gène dans les cellules, puis que le foie est petit, que la personne grandit, c'est comme si la production risque de devenir inefficace trop rapidement. Donc, c'est pour ça que les études n'ont pas été faites chez les enfants. Est-ce que c'est insurmontable, cette question-là? Si on avait peut-être un gène une façon que le gène soit, la production soit très forte, puis très soutenue, peut-être que ça pourrait être fait. Je ne pense pas que les enfants vont être exclus indéfiniment, mais pour l'instant, ils n'ont pas été inclus dans les études à cause de ça. Si ça ne fonctionne pas et que quelqu'un doit retourner à la prophylaxie, est-ce qu'il y a un risque? On avait cette question-là en anglais. J'aimerais ça qu'en français aussi, ils peuvent avoir. Est-ce qu'il y a un risque d'apparition d'inhibiteurs quand le patient retourne à la prophylaxie après l'avoir arrêté, on ne sait pas pendant 5 Oui. ans, 8 ans, on ne sait pas combien de temps sa thérapie génique aura fonctionné. Est-ce que le risque d'inhibiteur est là? Alors, en ce qui concerne le facteur 9, en tout cas, on n'a pas vu de cas comme ça, ni non plus avec le facteur 8. Il faut se rappeler que, par exemple, avec l'Hemlibra, quelqu'un qui a déjà eu un inhibiteur, qui a été tolérisé, puis qui passe sous Hemlibra, puis qui ne reçoit pas de facteur 8 pendant 3 ou 4 ans, puis qu'on lui redonne du facteur 8, des fois, on voit des inhibiteurs réapparaître. Donc, c'est une excellente question. Si quelqu'un avait déjà eu un inhibiteur, et qui était tolérisé sous sa prophylaxie et que là, il doit retourner en prophylaxie après un arrêt de 2 3 ans, c'est pas impossible qu'il y ait à nouveau un inhibiteur, mais ça serait beaucoup plus une préoccupation dans le milieu avec le facteur 8, le facteur 9. On sait que les patients avec facteur 9 ont très, très rarement des inhibiteurs. Puis, en tout cas, dans les études, c'est jamais arrivé. Les patients qui avaient déjà eu un inhibiteur n'étaient pas éligibles, mais en tout cas, qui ne devaient pas avoir d'inhibiteur au départ. Donc, c'est une considération théorique, mais en pratique, c'est pas quelque chose qui est arrivé. On va s'arrêter ici Mhm. pour cette période de questions-là pour l'instant. On va revenir à vous après la prochaine présentation. Euh, je vous remercie. On se revoit bientôt. Alors, notre prochain conférencier, David Page, est consultant en sécurité et approvisionnement des produits de coagulation à la SCH. Parmi bien d'autres tâches, il travaille depuis 30 ans en étroite collaboration avec les membres de notre comité de la sûreté et du sang et de l'approvisionnement sanguin afin de faire un suivi rigoureux des publications scientifiques les plus récentes et communiquer les enjeux importants avec la communauté des troubles de la coagulation. Évidemment, son travail assidu en lien avec les produits en développement est plus qu'essentiel à notre compréhension de l'avancement de la thérapie génique. On ne pourrait pas s'en passer. David, le micro est à vous. Merci beaucoup, Chantal, et merci, professeur Saint-Louis, pour la, euh, la présentation très claire. Euh, donc, moi, je vais parler des aspects plus pratiques. Donc, bien sûr, ces deux produits sont approuvés au Canada, mais est-ce qu'ils seront accessibles? Est-ce qu'ils seront remboursés? Et surtout, c'est quoi la situation au Québec? Donc, j'ai intitulé
la présentation, un pas en arrière, puis deux pas en avant, donc une réflexion assez optimiste. Je ne suis pas médecin, donc je ne fais aucune recommandation. Et les opinions sont exprimées sont les miennes et aussi ils reflètent celles de la SCH et de notre communauté expert en approvisionnement en ça. Ceux qui ont été présents lors de le premier webinaire au mois d'avril, je pense, j'ai présenté ce diapo qui montrait la longue et sinueuse route vers la thérapie génique sur 40 ans. Mais il faut aussi retourner sur les prises de décision. Donc, c'est assez complexe. On a parlé des deux produits qui sont approuvés par Santé Canada, qui est le régulateur, puis il décide si les produits sont sûrs et efficaces. Mais après ça, ce n'est pas tout. Il faut que quelqu'un statue sur la question de la valeur de ces produits, la valeur thérapeutique, mais aussi le coût-efficacité. Est-ce que ça vaut la peine de rembourser ces produits-là? Donc, au Québec, c'est INES qui fait ça, puis dans le reste du Canada, c'est l'Agence des médicaments du Canada. Et ils ont tous les deux exprimé des opinions. Après ça, c'est pas tout, c'est pas fini. Quelqu'un doit négocier le prix. Donc, dans ce cas, c'est l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne qui fait ça pour tous les régimes publics d'assurance médicaments, donc fédéral, provinciaux et territoriaux. Donc, les autres, ils vont négocier un prix unique qu'ils vont donner aux provinces et territoires. Ils disent, voilà, ça c'est le prix, vous pouvez le prendre ou le laisser. Et c'est au ministère de la Santé provinciaux et territoriaux à décider si oui ou non ils vont ajouter un nouveau médicament au formulaire et le rembourser dans le régime public. Et finalement, ça vient le temps pour le médecin et le patient de s'asseoir et décider si ce médicament est le bon pour le patient. Donc, comme on a entendu, on a pris un pas en arrière en hémophilie A, bien qu'ils sont approuvés aux États-Unis, en Europe, à cause des problèmes, je pense, au niveau de la durabilité du produit et peut-être le manque d'intérêt de la part des patients. On estime qu'il y a peut-être moins de 10 patients au monde qui ont pris le Roctavian suite à sa mise en marché. Et donc, la compagnie a décidé de limiter sa mise en marché à trois pays, les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Mais pour ceux qui ont l'hémophilie A, rappelez-vous, ce n'est que la première génération de thérapie génique. Des pas en avant en hémophilie B. Donc, comme on a dit, les produits sont approuvés. Et au mois de cet été, CDA, donc Canada's Drug Agency, a émis une recommandation positive de remboursement pour les deux, pour Becfez et Hemgenix, avec conditions. On va voir les conditions. Par contre, quelques semaines plus tard, l'INES a émis de recommandations négatives pour les deux. Donc, avec les mêmes données des compagnies, avec les mêmes représentations des experts qui ont été invités, présentés devant ces groupes-là, ils sont venus à des conclusions nettement opposées. C'est dommage et ça met en péril un peu ma confiance dans la capacité de ces organismes à faire des évaluations qui ont du sens. Donc, pour le CDA, dans le reste du Canada, ils ont dit oui avec certaines conditions. Donc, les conditions, vous avez entendu ça plus tôt, c'est pour les patients sévères et modérément sévères, pas d'antécédents délimiteurs. Il y a certaines questions au niveau des anticorps au ARV. Il faut que les thérapies géniques soient prescrites et administrées dans les centres de l'hémophilie, donc par les experts. Mais le plus gros, c'est qu'il faut qu'il y ait une réduction de prix. Donc, le prix de liste des deux produits
est 4,7 millions pour une perfusion. Moi, je pense qu'il y a peu de chances que ces produits seront remboursés à ce prix-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une négociation avec le PCPA. Et ils vont arriver à un prix beaucoup moindre que ça. Je ne sais pas à quel degré, mais il faut qu'il soit beaucoup moins cher que 4,7 millions. Puis aussi, il y a des considérations relatives à l'impact budgétaire. Si on exige le paiement tout en même temps dans la première année, ça risque aussi de limiter le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à court terme. Mais pour la recommandation négative de l'INES, ils ont mis des recommandations différentes pour les deux produits. Donc, pour Becvez, ils ont trouvé que c'était sûr et efficace, mais ils ont trouvé que les études cliniques étaient trop courtes, que l'expression de facteur 9 à long terme était incertaine, parce que les études cliniques durent depuis seulement 3 ou 4 ans. Ils n'étaient pas contents que 13% des patients soient revenus à la prophylaxie. Ils ont dit que c'est dommage, mais les gens ne peuvent pas avoir accès aux futures thérapies géniques avec AAV à cause de réactions immunitaires. Puis ils ont noté que 60% des patients ont eu besoin des corticostéroïdes. Et aussi, la question de sécurité à long terme est incertaine. Donc, ils ont conclu une recommandation unanime que l'INES ne reconnaît pas la valeur thérapeutique. Pour Hemgenix, c'est un peu différent, un peu nuancé. Donc, un peu les mêmes constats. Mais ils ne sont pas venus à une conclusion unanime. Ils ont conclu que ils ne reconnaissaient pas la valeur thérapeutique, mais il y avait une opinion minoritaire qui mentionne que la décision devrait revenir à la personne avec l'hémophilie B après une prise de décision éclairée et partagée. Donc, une conclusion un peu moins définie pour Hemgenix. C'est intéressant de noter qu'aucune des recommandations de l'INES n'a pris en compte le coût de ces thérapies géniques ou de leur coût-efficacité. Ce n'est pas le coût de 4,7 millions qui les a fait décider de donner une recommandation négative. Donc, leur évaluation s'est arrêtée au moment où ils ont mis une opinion négative sur la valeur thérapeutique. Donc, comme Dr. Sanoui a mentionné, nous allons revenir à la charge. On va peut-être attendre qu'on ait des données supplémentaires, donc peut-être une année de données supplémentaires qui montrent une stabilité stable et un manque de nouveaux effets secondaires. Et on va faire une nouvelle représentation auprès du ministère. Au niveau des négociations de prix, il faut dire que ces produits-là, Hemgenix surtout, est financé, remboursé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et d'autres pays en Scandinavie. D'autres pays, les négociations sont en cours et les négociations au Canada ont commencé cet été pour Vecvis et Hemgenix. Donc, ils sont en cours. On ne sait pas quand ils vont terminer. Ça peut être 6 mois, ça peut être 12 mois, ça peut être plus. On n'a pas attendu. Le SCH a présenté une mémoire à la PCPA le mois passé qui était en faveur de l'accès et on soulignait les avantages à long terme pour la santé et la qualité de vie des personnes avec l'hémophilie B. Le potentiel de réduction de coûts à long terme. Donc, si on négocie le bon prix. Et aussi, la nécessité de mettre en place des systèmes de paiement créatifs, comprenant, par exemple, des paiements annuels, un partage de risques entre la compagnie et le gouvernement, et des mécanismes d'arrêt de paiement si éventuellement il y a un échec de traitement. Donc, je pense qu'ils ont bien apprécié nos commentaires. On ne sait pas si ça va influencer les discussions, mais on va vous informer certainement aussitôt qu'on a des nouvelles.
Donc, juste pour vous rappeler, on a un programme complet d'éducation en thérapie génique sur notre site web avec des podcasts, des webinaires et des documents écrits. Et on passe sur la période de questions avec Dr. Saint-Louis et moi-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Euh, Beaucoup d'informations. Euh, je vais y aller avec une première question. Vous disiez qu'il y a déjà des remboursements qui sont en train des négociations de remboursement en Europe, entre autres, en France, en Espagne, que c'est même MGenix remboursé. Est-ce qu'on a une idée? Nous, on parlait de 4,7 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il y en est? Ça a été accepté, remboursé là-bas. Est-ce qu'ils sont au même montant? Ben, tout ça, c'est des choses confidentielles. Donc, Évidemment. les pays ne divulguent pas les prix. Mais je dirais que c'est moins que 4,7 millions. Mais est-ce que c'est la moitié, les deux tiers, le quart? Je n'ai aucune idée. Ça serait bien, hein? Euh, Docteur Saint-Louis, que disent vos patients de la thérapie génique? Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce qu'on vous dit oui, moi je veux, mais moi je vais attendre? Vous avez accès à ces gens-là qui voudraient avoir accès à ça. Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, beaucoup de gens ont entendu parler que ça évoluait. Certains sont plus informés. Je dirais qu'il y a encore, je dirais, une majorité de patients qui ne sont pas très informés. C'est nous qui devons leur dire, vous savez, il y a eu des progrès, c'est peut-être quelque chose qui s'en vient. Euh, les, on en parle davantage avec les patients qui ont un déficit en facteur 9. Je dirais que les connaissances sont encore un peu superficielles. Puisqu'on n'est pas en mesure de demain là, de prescrire le traitement, on n'est pas allé beaucoup, beaucoup dans les détails, je dois dire. On est plutôt au niveau des concepts et les gens, certaines personnes sont intéressées à être testées pour leur niveau d'anticorps anti-AAV. Il y a certainement des patients qui recherchent cette capacité-là d'être protégés sans avoir à s'injecter. Il y a de l'intérêt, mais c'est pas comme si on nous pousse dans le dos là, en ce moment pour dire quand est-ce que je peux avoir mon traitement de thérapie génique. Je pense que mes patients plus adultes en ont vu d'autres. Ils sont encore prudents face à ça. Ils veulent en savoir plus, mais ils sont. C'est pas comme si on nous met beaucoup de pression en ce moment pour avoir le traitement. Justement, on parle beaucoup, bon, ça avance un petit peu plus rapidement puis de façon plus efficace au niveau de l'hémophilie B. Puis là, on parle des patients avec hémophilie A qui seraient peut-être, bon, ben OK, la thérapie génique, ça semble pas encore là pour nous, ils ont des problèmes. Bon, Euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire, autant David que Dr. Saint-Louis, pour les encourager qu'il y a peut-être autre chose, d'autres alternatives, c'est un pléonasme, d'autres alternatives, des alternatives à, au facteur 8 ou 9 là, Mhm, qui sont pas nécessairement la thérapie génique, mais il y a quelque chose pour eux autres qui les attend, là, qui est novateur, puis il y a de l'espoir, là. mhm. Je pense que les anticorps les anticorps bispécifiques ont beaucoup, beaucoup changé la vie des hémophiles A déjà. Puis on leur explique qu'il y a d'autres traitements en développement qui peuvent être potentiellement injectés sous la peau une fois par mois ou une fois par 2 mois. Ce qui est encourageant, c'est que la recherche continue. Mais des fois, on voit des produits très prometteurs qui ne se rendent pas au marché ou qui sont un peu retirés du marché pour des considérations économiques pour les compagnies. Alors ça nous refroidit aussi là, de voir que... et- mais je pense que ce qui est encourageant pour tous nos hémophiles, c'est qu'il y a énormément de recherches dans ce domaine-là. Ça rend jaloux des gens qui sont atteints d'autres maladies chroniques génétiques où il y a eu moins de développement au cours des années. Mais je pense on a quand même les traitements de deuxième ou troisième génération vont venir et je suis convaincu qu'on va surmonter cet obstacle-là pour l'hémophilie A également. En fait, J'ai assisté
il y a 2 semaines une conférence de la Fédération mondiale de l'hémophilie à Montréal. Il y avait 30 présentations. On ne parle pas des choses qu'on parle aujourd'hui. On ne parle pas de Hemgenix, Pegfez, Artavian. On parle de 30 autres choses dans plusieurs domaines. Pas nécessairement les thérapies géniques, d'autres types de thérapies très intéressants. Et pas juste pour l'hémophilie A et B, pour la maladie de Van Willebrand, pour le Glanzmann thrombocythemia, pour les facteurs déficients en facteurs rares. Donc, énormément de recherches et très prometteurs. Ça va prendre du temps, mais c'est vraiment beaucoup de recherches qui se fait. Donc, beaucoup de travaux d'éducation, de, de, de projets d'éducation à venir pour la SCH. On a des années. Notre emploi est Ben, assuré. et beaucoup de travail pour les médecins, ça devient plus compliqué que c'était. Hein. Maintenant, il y a des options et il faut en parler. Faut en parler aux patients pour que. Puis, ben, c'est notre travail aussi, nous, de donner toute l'information pour qu'ils puissent prendre des décisions bien éclairées. Écoutez, on est rendu à la fin. Il est 21 heures, ça a passé super vite. Il y a encore des questions à poser. On va continuer à offrir de l'information autant qu'on peut. Je vous remercie, David, Docteur Saint-Louis. À nouveau, vous nous avez super instruits. Euh, donc, ceci met fin à notre second webinaire sur la thérapie génique. Merci encore à vous. J'aimerais profiter de l'occasion, évidemment, pour remercier nos partenaires, Pfizer Canada et CSL Behring, par qui notre programme d'éducation à la thérapie génique est rendu possible grâce à des commandites sans restriction de leur part. J'aimerais aussi remercier vous tous qui êtes à l'écoute, qui vous êtes joints à nous ce soir. Et puis, j'aimerais vous lancer à vous et à d'autres une invitation aux membres de toute notre communauté élargie à participer à Rendez-vous 2025 qui s'en vient à Winnipeg du 1er au 4 mai. À ne pas manquer, les inscriptions vont débuter en début d'année 2025. Alors, c'est comme ça qu'on se termine. Je vous remercie encore. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes à tous et toutes, en sécurité et en santé. Et puis, au plaisir, de vous revoir très bientôt. Merci encore à tous. Au revoir, merci. Au revoir.